dans notre 5e atelier se dénommant la sécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité en général, mais on va se focaliser sur des domaines relevant de la sécurité de l'enfant, tels que ce qui peut se passer à la maison, mais aussi on va parler un peu du siège auto, cette chose un peu des fois qui nous laisse dans la réflexion de choisir le bon siège auto. Mais on va parler juste de la sécurité en général et de notre place en tant que parents, eh bien, dans la sécurité de nos enfants et la prévention surtout des bobos, la prévention, plus que parfois des bobos, les blessures qui peuvent être beaucoup plus graves. Donc, et puis on va aussi discuter de comment réagir, quoi faire quand tout cela arrive, parce que oui, ça peut arriver. Donc, les blessures chez les enfants, bien oui, c'est normal. En tant que parent, on peut prévenir un bon nombre de blessures, mais maintenant, on ne va pas les éviter. Il y a une forte probabilité que pendant votre grand rôle de parent d'enfants mineurs ou d'êtres humains mineurs, eh bien, vous vous retrouviez face à des bobos plus ou moins graves ou à des situations sur lesquelles vous devrez réagir rapidement. Bien évidemment, l'idée, c'est de les éviter au maximum et d'en avoir que quelques-unes, un nombre minimal. C'est une évidence. Maintenant, on sait que ça peut arriver, tout simplement. On va resituer quelque chose. Aujourd'hui, c'était quand même un sujet un petit peu plus grave. On va parler de choses peut-être qui vont un petit peu plus vous chambouler parce que on n'a pas envie que ça arrive. Ce sont des situations qui nous mettent très mal à l'aise. Mais je me dois un peu de vous rappeler qu'est-ce qui se passe un peu au Canada sur quelques chiffres. Donc, par exemple, que les blessures sont la principale cause de décès chez les enfants de plus d'un an au Canada. Donc, dans les blessures, qu'est-ce qu'on considère une blessure? Eh bien, ça peut être donc les accidents de voiture, les noyades, les étouffements, la suffocation, quand quelque chose fait une mauvaise route, les chutes, les empoisonnements et les brûlures. Si on regarde comme ça, on peut se dire que pourrait être évitable. Si on parle des accidents de voiture, en ayant une bonne conduite, on peut imaginer effectivement qu'on pourrait éviter un bon nombre d'accidents quand on n'est pas distrait, quand on fait attention. Les noyades, eh bien, si on met un système de sécurité sur nos enfants, des bouées ultra sécurisées, qu'on leur donne des cours de natation très jeunes, on pourrait éviter aussi les noyades. Idem avec les étouffements, la suffocation, on s'assure de ne pas mettre des petits objets, on s'assure qu'il ne met pas la tête dans un sac en plastique, en tout cas qu'il n'ait pas accès à des objets qui peuvent le mettre en danger, tout comme pour l'empoisonnement avec des produits chimiques. Pour les chutes, on essaye de sécuriser les endroits dans lesquels on ne veut pas qu'il aille pour qu'il ne chute pas. Et la brûlure, on éloigne tout ce qui pourrait être brûlant proche de notre enfant, qu'il ait accès à rien. Tout ça, on le sait. Cependant, notre enfant est super intelligent. Notre enfant est capable de trouver la flamme, même si on la met loin. Notre enfant est capable des fois de nous perturber un petit peu en voiture parce qu'il pleut, il pleure, parce qu'il crie, quelque chose se passe, et une fraction de seconde d'inattention. Les noyades, tout est parfait, les bouées, il les porte bien, et par quel miracle il a réussi à enlever son dossard qui pourtant clip, et boum, il n'est plus dans notre champ de vision, alors qu'on se sentait en sécurité. C'est pour ça que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tous ces accidents, on peut les prévenir, mais ça peut aussi arriver. Rappelez-vous le nom de l'atelier, il n'y a personne de parfait. Donc ça peut arriver aussi. Et c'est important d'enlever aussi ces pressions-là des épaules, de se dire que ces choses-là peuvent arriver. Alors pourquoi les enfants, ils se blessent aussi souvent? On a l'impression qu'ils reviennent de l'école, il y a 3 nouveaux bleus qui viennent d'arriver. Ils jouent, ils font un sport, boum, ils reviennent avec un bras en écharpe, avec des griffures partout. Ils sont en service de garde, mais ils ont des traces de morsures ou des croûtes un peu partout. Ils sont adolescents, même chose, mais là on tombe même dans des blessures parfois plus graves avec des entorses, parce qu'ils sont en pleine croissance. Donc oui, les enfants se blessent souvent. Et ils se blessent parce qu'ils sont souvent actifs, surtout les plus jeunes. Ils ont besoin de bouger. Mais qui dit bouger, dit forcément se mettre un peu plus en danger. Parce que quand l'enfant apprend à marcher, il n'a pas vraiment encore son équilibre. Et ô combien d'enfants chutent, mais au lieu de chuter là où il n'y a rien, ils vont chuter là où il y a un coin de table. Tellement plus marrant, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, les enfants, ils vivent dans un monde qui n'est pas toujours sécuritaire. Et ça peut arriver que malheureusement, il y a des objets qu'on utilise qui ne sont pas aussi sécuritaires que ça ne l'était à un moment donné ou qu'on ne pense pas à les pousser. Puis les enfants grandissent, puis ils changent très très vite. Alors, on les reconnaît pas, on n'a pas le temps, nous, forcément de s'adapter. Et puis, bah, du coup, ils développent de grandes habiletés, ils se sentent en confiance et ils les utilisent. Et puis, c'est pas toujours ça. Enfin, bah, il y a des enfants qui font pas toujours la différence entre ce qui a l'air amusant et ce qui est vraiment dangereux. Et c'est là où on a des conduites à risque. Et ces conduites à risque-là arrivent beaucoup avec l'âge scolaire. Là, on a besoin d'être cruellement vigilant et avoir une communication extraordinaire avec nos enfants pour prévenir ça. Donc, on doit essayer de protéger nos enfants de tous les dangers. Et pour cela, la première chose, c'est vraiment observer notre enfant et son développement. Repenser à l'atelier de développement qu'on a déjà vu. Repenser à toutes ces étapes dans le domaine langagier, dans le domaine cognitif, socio-émotionnel et moteur et spirituel. Comment notre enfant évolue. Il faut qu'on se tienne au courant. On doit tout le temps, euh, trouver la dernière version de notre enfant et être au courant de là où il est rendu, parce que cela va influencer notre manière de le protéger, notre manière de prévenir ces risques-là. Donc, il faut vraiment être prêt. Alors, être prêt, ça ne veut pas dire être sur le qui-vive comme ça, prêt à sauter. Ça ne veut pas dire non plus étouffer notre enfant. Mais c'est se préparer mentalement que ça peut arriver. Et c'est jamais simple parce qu'on ne veut pas penser aux choses négatives par rapport à notre enfant, à ce qui pourrait lui arriver. Mais pour autant, il faut pour simplement se préparer mentalement à notre réaction et qu'on réagisse justement correctement. Donc pour les plus jeunes, il faut rester près de nos enfants. Oui, on a confiance en eux, mais les autres, est-ce que vous avez confiance en eux? Peut-être pas. Donc quand on va dans un parc, on peut discuter avec des amis, etc. Mais il faut avoir un œil constamment sur notre enfant. On le laisse naviguer, mais faut qu'on ait un œil. Une personne peut vite arriver et choisir de le kidnapper. C'est quelque chose d'horrible qui arrive peu, certes, mais qui arrive. Alors, avoir notre enfant pas trop loin, qu'on puisse réagir, qu'il soit dans notre champ visuel, surtout dans des espaces comme ça assez grands, on limite bien des risques. Notre maison, on peut la travailler aussi pour qu'elle soit la plus sécuritaire possible, sans en tomber dans une forme de névrose, mais en tout cas, la rendre la plus sécuritaire, pour qu'elle soit, eh bien, en tout cas, on puisse laisser notre enfant naviguer sans s'arrêter stresser sur qu'est-ce qui va se passer finalement. On peut laisser notre enfant, évidemment, jouer. C'est pas on peut, même on doit. Hein. L'enfant apprend par le jeu, c'est son principal travail, c'est jouer. Donc on le laisse aller dans les jeux. Mais on s'assure que, par exemple, les jouets qu'on lui propose sont sécuritaires. Il se peut des fois que des jouets soient complètement cassés et deviennent de magnifiques couteaux. Oui, les objets en plastique, quand ils sont cassés, ils deviennent tranchants et ils peuvent faire très très mal. On essaye de trouver tout un tas de choses qui vont répondre aux normes de sécurité telles qu'elles sont définies au Canada. On adapte aussi, on cherche des jouets qui répondent à l'âge de notre enfant. Oui, notre enfant est super génie, super incroyable, merveilleux, motricité au top. Mais s'il a 3 ans, achetons-lui des jouets de 3 ans. Je vous assure, ça a été pensé. Puis ça a été bien pensé. Évitons de trop dépasser. Ça sert à rien, ou alors il faut vraiment être avec lui dans une espèce de supervision. C'est souvent par rapport à la taille des objets. Évidemment, si pour un enfant de 2 ans, on lui achète quelque chose de 4 ans, il y a une probabilité que les objets soient tout petits. Et donc, il y a une probabilité que lui les mange tout simplement, il les avale et ça fasse une fausse route. Il y a cette probabilité-là parce qu'on sait qu'à 2 ans, les enfants mettent encore beaucoup à la bouche, même à 4 ans, mais ils sont plus dans la modération. Pendant les repas, on peut aussi éviter bien des risques qui se passent, surtout avec les plus jeunes enfants. On reste véritablement dans des temps de repas sous supervision. On reste à côté de lui. Oui, on va le laisser manger seul, parce que notre enfant est largement capable d'attraper avec ses mains, de se nourrir par lui-même assez rapidement. Mais on s'assure de ce qu'on lui donne finalement. Avant 1 an et demi, on évite tout ce qui est allergisant, bien sûr. Puis petit à petit, quand le corps construit ses défenses immunitaires, eh bien, on introduit des aliments plus allergisants
un par un, pendant plusieurs fois pour s'assurer qu'il y a zéro réaction. On coupe les aliments, on essaie de les mettre le plus petit possible. Même les raisins, quand ils sont petits, il vaut mieux les couper. Quand on cuisine, on peut l'avoir avec nous, mais on s'assure que tout ce qui est à portée de main et qui est bouillant reste plus à portée de main finalement. Donc, on va essayer toujours de s'assurer que oui, notre enfant peut être avec nous et participer tout en sécurisant tout ce qui peut être source de chaleur et qui pourrait amener des brûlures. Et on l'éduque à ce niveau-là, bien sûr. Un point très important, ça va faire l'objet de plusieurs diapositives ce soir, juste parce que les sièges auto font beaucoup réfléchir. On ne sait jamais trop. On est tenté d'acheter des sièges auto peut-être d'occasion pour en diminuer le coût parce qu'ils sont très dispendieux. Mais en même temps, on se dit qu'il faut suivre la consigne. Donc effectivement, les sièges auto sont essentiels. On s'est rendu compte vraiment que les sièges auto diminuaient le taux de mortalité chez les enfants. Ils peuvent être blessés lors d'un accident de voiture, mais à moindre mal, bien moins grave. Et surtout, on évite tellement de morts. On sauve des vies incroyablement avec les sièges auto. Donc, il est essentiel pour tous les enfants de moins de 12 ans d'avoir un siège auto ou un réhausseur pour les plus grands qui leur permet en fait d'être assis à hauteur sécuritaire pour avoir une ceinture de sécurité qui passe bien sur l'épaule et non qui tranche la gorge. Donc, les sièges auto conviennent aux enfants et ils sont bien labellisés avec des tranches d'âge pour qu'on sache comment va être l'évolution du siège auto entre 0 et 12 ans. Tous les sièges auto qui sont vendus au Canada répondent à une norme qui est celle de Transport Canada. C'est une norme de sécurité qui répond véritablement aux besoins des enfants. Ça a été testé, validé et c'est devenu obligatoire. Le ministère fédéral, lui, a établi ces normes de sécurité-là. Et donc, grâce à la recherche, et donc c'est vraiment cette norme qu'il faut viser. Vous en avez un exemple sur la photo avec la feuille d'érable dans un cercle. Donc, c'est ce logo-là que vous devez rechercher sur votre siège auto pour vous assurer qu'il répond à cette norme essentielle. Donc, il faut acheter un siège auto qui est approuvé. Vous pouvez vérifier, bien sûr, qu'il n'y a pas de malfaçon. Tirez bien sur les anses, peut-être, sur les coussinets. Vous assurez que rien n'est déchiré, que c'est bien solide. C'est très important. Même neuf, il peut y avoir des fois quelque chose qui s'est passé. On ne sait jamais. Donc, vérifiez avant d'acheter. Ensuite, ce n'est pas toujours évident d'installer un siège auto. Donc, vous pouvez demander aussi à votre entourage si votre siège auto est bien fixé à la banquette de la voiture et si ça répond bien aux normes et que ça protégera votre enfant. Donc, il est essentiel de bien choisir son siège auto. Quelque part, c'est pas le prix forcément qui fera la différence. Et encore, c'est un petit peu faux. On sait qu'il y a une probabilité qu'il soit beaucoup plus sécuritaire, avec plus de coussinets de protection quand ils sont un petit peu plus chers. Mais ce qui est important, c'est de suivre les directives du siège auto que vous allez acheter. Le fameux petit livret qu'on ne lit jamais. Bien là, il faut le lire. Parce que ça en va de la sécurité de votre enfant. Alors oui, si vous achetez peut-être un appareil électronique puis que vous lisez pas la notice, c'est pas la fin du monde, il n'y aura pas une grosse conséquence sur vos vies. Le siège auto, oui. Donc ce livret-là, on va y jeter un œil bien clair. Donc entre la naissance et puis jusqu'à la taille limite et le poids qui est prévu pour le siège auto, normalement, il est orienté vers l'arrière comme les photos l'illustrent. C'est ainsi que devrait être orienté votre bébé. Évidemment, on peut installer ici, sur la banquette, on pourrait installer un système de miroir pour que l'enfant puisse se voir, voir aussi, vous voir quand vous rabaissez votre miroir côté conducteur, le miroir sur le côté, hein, pas le miroir cache-soleil. Et donc, il y aurait une communication possible avec les yeux. Donc, vous pouvez ajouter tout un tas de choses qui se suspendent tant que c'est très mou et que si ça se détachait, ça ne ferait pas de mal à votre enfant, bien sûr. Ensuite, on va pouvoir utiliser le siège orienté vers l'avant si l'enfant est âgé d'au moins 1 an et qu'il pèse au moins 10 kilos et qu'il soit capable de marcher seul. Si votre enfant a 18 mois et qu'il ne marche pas encore, on le laisse orienter vers l'arrière. Si votre enfant a 1 an et qu'il ne pèse que 8 kilos,
il faut encore l'orienter vers l'arrière. C'est seulement avec ces 3 conditions qu'on peut le tourner vers l'avant. Les sièges auto orientés vers l'arrière, ne doivent pas être installés à l'avant du véhicule à cause, de l'airbag, le sac, vous savez, le grand sac gonflable qui se déclenche en cas d'accident, qui pourrait du coup faire une pression énorme sur le siège auto et probablement donner un grand coup dans le siège auto et ça pourrait d'ailleurs ça pourrait être terrible, pour votre enfant. Même chose avec, vers l'avant. Hop! Autre chose par rapport aux sièges auto qui vont être orientés vers l'avant. Donc voici un très bel exemple. Donc les sièges auto qui sont orientés vers l'avant, comme je disais, il faut que l'enfant ait plus d'un an, qu'il fasse 10 kilos et qu'il sache marcher. Tout ça, 3 conditions. D'accord? Donc vous attendez à ce moment-là que vos sièges auto, vous assurez que votre siège auto répond toujours à ces normes-là. Donc par exemple, ce grand siège auto-là, est-ce qu'il accueille les plus de 10 kilos jusqu'à tant de kilos? Est-ce que celui qu'il avait avant passer 10 kilos, il faut le changer. À vous de vérifier toutes ces normes-là. Évidemment, il y a des sièges évolutifs. Parfois, il y a des petits coussinets supplémentaires qui permettent de réduire quand il est bébé et quand on l'enlève, on peut le garder jusqu'à plus grand. Donc, ces sièges évolutifs sont évidemment permettent d'épargner beaucoup d'argent et tant qu'ils répondent aux normes de sécurité, aucun problème. Puis en grandissant, quand l'enfant pèse plus que 18 kilos, eh bien, il va être trop grand évidemment pour le siège auto. Donc on va prendre un siège d'appoint. Donc les sièges d'appoint, les meilleurs évidemment, sont ceux qui ont un dossier intégré, pas simplement le petit réhausseur, mais ceux qui ont un dossier intégré, où là, comme on pourra voir, la ceinture sécurité passera bien au niveau de l'épaule et donc eh bien, il y a aucun risque que ça lui tranche la gorge en cas d'accident, pas terrible, mais c'est ça. C'est ça la réalité, c'est pour ça qu'on cherche ce type de siège d'appoint pour qu'il soit rehaussé. Le siège évidemment est orienté vers l'avant et ce siège d'appoint-là, donc on l'utilise normalement jusqu'à 12 ans. Vous pouvez vérifier avec, la province, donc avec l'Alberta, ce qui peut être dit, mais généralement, toutes les provinces sont mis d'accord que c'est essentiel et c'est obligatoire. Petit rappel que les accidents généralement se font juste à côté de la maison. C'est rarement dans les grands voyages qu'ils se font. C'est souvent quand on est familier de la route, quand on amène les enfants à l'école, qu'il peut y avoir un accident. C'est là où on a une moins grande concentration au volant et c'est là où on a un risque plus accru d'avoir un accident. Donc dans tous les cas, on ceinture notre enfant. Et quand il y a une urgence, alors évidemment, on sait ce qu'on ne veut pas, c'est avoir une urgence, mais c'est ce qui peut arriver. Une urgence, une vraie urgence, c'est si par exemple votre enfant est blessé. Un rappel, quelque chose de très important, c'est que vous ne devez pas vous mettre en situation de danger euh, pour sauver votre enfant, parce qu'il y a un risque que vous deux périssiez. Si vous êtes blessé aussi, vous ne pouvez pas aider votre enfant. Peu probable. Donc, il faut être vigilant avec ça. C'est un principe. C'est horrible. Je comprends bien parce qu'on veut aider notre enfant coûte que coûte. Cependant, qu'est-ce que ça apportera si nous-mêmes, nous périssons dans cette histoire-là et que lui survit qui plus est. Alors, en cas d'urgence, il y a des étapes à suivre. Il y en a 3 qui sont vérifier, appeler, secourir. Donc, on va aller tout de suite sur le vérifier. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on observe notre enfant. Est-ce qu'il a l'air conscient? Est-ce qu'il est confus quand on lui parle? Est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il ne répond pas? On pose des questions très simples pour lesquelles il pourrait répondre très facilement. Donc, on vérifie l'état de notre enfant, son état général. S'il ne répond pas, et puis à ce moment-là que c'est correct, qu'il n'y a pas un incendie ou qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de brûler à côté, qu'il n'y a pas des fils électriques à côté, on le laisse là où il est. Évidemment, s'il y a du verre brisé, du gaz, etc., il faut transporter l'enfant et le déplacer coûte que coûte. Sinon, on le laisse là où il est. On ne le déplace pas parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans son corps et qu'il y a peut-être quelque chose qui est brisé. Et qu'en le déplaçant, ça s'aggraverait. Donc, vous continuez d'essayer de vous assurer si votre enfant a l'air de répondre ou ne pas répondre. On vérifie. Est-ce qu'il a l'air de respirer s'il ne répond pas? Est-ce qu'on voit la cage thoracique gonflée, dégonflée? Est-ce qu'on sent de l'air qui sort du nez ou de la bouche?
Est-ce qu'on trouve un pouls? On essaye de vérifier ces fonctions vitales les plus primaires qui sont faciles à vérifier justement, juste avec quelques palpations ou en écoutant et ressentant, l'air qui pourrait sortir. Parce que les voies respiratoires pourraient être bouchées et à ce moment-là, on va essayer de les dégager, ces voies respiratoires, en soulevant le menton et en essayant d'aller chercher au fond de la gorge et d'essayer de voir justement. En soulevant le menton, ça nous donne un meilleur aperçu de la trachée, pardon. Donc là, si votre enfant respire, c'est vraiment, rassurant, bien sûr. Pour les voies respiratoires, il faut savoir que tout est relié, nez, bouche et ça va jusqu'aux poumons. Donc si on devait entreprendre un bouche à bouche avec les bébés, généralement, quand ils sont tout petits ou les tout petits enfants, on englobe le nez et la bouche et pas seulement la bouche comme pour les adultes, quand on fait les insufflations, on englobe le nez et la bouche ensemble. Est-ce que l'enfant, saigne quelque part? Si oui, est-ce qu'il a l'air d'avoir perdu beaucoup de sang? Si tel est le cas, on fait un point de pression là où il y a la blessure avec du sang. Une fois qu'on a vérifié tout ça et qu'on a prodigué comme presque les premiers soins, directs qu'on peut faire, tels que le point de pression, eh bien, on appelle le 911, bien sûr. C'est une urgence vitale pour l'enfant. Quand on appelle le 911, on essaye de garder les idées le plus claires, même si on est complètement en panique parce que notre enfant, ne va absolument pas bien. Ils vont vous poser des questions, mais déjà, présentez-vous, donnez bien votre numéro de téléphone tout de suite au cas où ça coupe pour qu'ils puissent vous rappeler et votre adresse. C'est essentiel, c'est ce qui va leur permettre déjà de lancer tout de suite, probablement une ambulance ou les pompiers selon la situation que vous allez décrire le plus brièvement possible. Puis, une fois qu'ils ont lancé, généralement, ils vont vous poser plus de questions pour savoir, ils vont transmettre ces informations à l'ambulance. Et vous restez constamment à côté de votre enfant pendant que vous êtes en appel. Vous restez avec lui en contact physique. Si vous faites un point de pression, bien sûr, vous avez le contact physique. S'il n'y a aucune blessure apparente, il y a une main à côté de lui. Peu importe qu'il soit conscient, pas conscient, qu'il comprenne ou qu'il ne comprenne pas, vous êtes là pour le rassurer. Vous pouvez le recouvrir, vous assurer qu'il n'est pas froid, on lui rajoute des couvertures si vous avez accès. Si vous avez un manteau, vous êtes dehors, vous mettez votre manteau. Mais en tout cas, on est là vraiment, on reste à côté de lui, on ne le lâche pas d'une semaine. Et après, le temps que les services de secours arrivent, ils vont vous dire quoi faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour secourir votre enfant, peut-être? Bah, ils vont vous dire: «Est-ce que vous l'avez bien mis au chaud? Est-ce que c'est possible de continuer à contrôler le pouls? Continuer de le parler?» Ils vont probablement lui dire, de vous le dire, réconfortez-le, dites des mots doux, rassurez-le que tout va bien et cetera. Donc une présence constante, tactile, orale, le plus possible. Alors voilà, on arrive à la fin de cette, session sur la sécurité qui est pas évidente. Peut-être avez-vous déjà vécu ce type de situation? Peut-être pas. Peut-être que vous n'avez pas eu cette occasion et que vous n'espérez pas l'avoir et je l'espère très sincèrement pour vous. C'est jamais simple. Il faut essayer de réagir avec avec le meilleur jugement possible, d'essayer de se contrôler, de ne pas tomber dans la panique parce que là, on risque de mettre en danger la vie de notre enfant si on sombre, dans la panique. L'idée, c'est vraiment de mobiliser nos forces et d'essayer de soutenir notre enfant dans ce qui est en train d'arriver. Mais le mieux, c'est de prévenir. Par contre, rappelez-vous une chose, c'est que malgré toute notre bonne volonté, on ne pourra pas toujours secourir notre enfant et limiter les risques. Alors oui, les secours, il faut les appeler pour qu'eux puissent agir rapidement et ils agiront d'autant mieux qu'ils sont formés pour et ils savent gérer les émotions. Alors, il ne faut pas hésiter de leur faire appel. Et puis, si un accident arrive, ne vous culpabilisez pas. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est vraiment des accidents de la vie. Donc, il y a personne de parfait, on ne l'est pas, mais on va essayer de faire notre mieux pour s'y rapprocher. Notre toute dernière séance, notre 6e atelier, c'est une surprise. Donc du coup, il n'y a pas de thème que je vous dirai ce soir. Vous le découvrirez en moment de la vidéo. Donc, séance surprise pour la toute dernière. Et puis, nous nous retrouverons juste après cette dernière séance surprise en personne.
Alors, j'espère que cela, vous a plu et puis que vous avez pu, apprécier les conseils et encore une fois le partage d'expérience. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt pour notre 6e session. Au revoir.